fait partie pour le Salon international de l'agriculture du Brésil. Le Mali qui participe pour la première fois à cette rencontre dédiée à la technologie agricole représentée par le ministre de l'Élevage et de la Pêche à la tête d'une grande délégation. Retour sur les enjeux de ce rendez-vous international et son impact sur le secteur de l'élevage au Mali dans quelques instants. La région de Sikasso vibre depuis samedi au rythme du festival transfrontalier de l'espace Escabo, Sikasso, Korogo, Bobo-Dioulasso. Une rencontre qui vise la consolidation de la paix entre les trois pays frontaliers, à savoir le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Il est 13h, ravi de vous retrouver. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition d'information de la mi-journée. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme à la tête d'une forte délégation participe à la 21e édition de la Semaine nationale de la culture de Bobo-Dioulasso. C'est dans ce cadre qu'il a été reçu par le président de la transition du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Pour plus de détails, écoutons-le à sa sortie d'audience au micro de nos confrères de la RTB. Déjà opérationnelle sur le plan militaire et diplomatique, l'Alliance des États du Sahel AES doit être aussi une réalité sur le plan culturel et artistique. C'est la conviction des ministres en charge de la culture du Burkina Faso, du Niger et du Mali. Cette rencontre tripartite a pour but de réfléchir sur ce projet commun afin d'élaborer une feuille de route claire qui va favoriser la mise en œuvre du projet sur le terrain. Et c'est de cela dont nous avons discuté aujourd'hui avec l'idée de pouvoir mettre en place une architecture commune, une politique commune qui, en son sein, va donc disposer d'un certain nombre d'actions précises qui vont donc être menées dans les trois États en parfaite intelligence au niveau administratif, au niveau politique, mais surtout au niveau artistique et au niveau créatif. Donc c'est une rencontre qui nous a permis de planifier un certain nombre d'actions que vous allez certainement voir dans les mois, les semaines et les mois à venir, qui vont permettre de mettre nos artistes ensemble pour pouvoir donc soutenir cette dynamique. Trois pays, un peuple et un même destin, cette dynamique voulue par les trois chefs d'État de l'AES sonne comme une instruction pour les ministres en charge de la culture à faire en sorte d'unir les trois peuples par la culture, par leur identité et par leur savoir-faire. Pour y parvenir, une synergie d'action entre les pays s'avère indispensable. C'est une vision que nous partageons, tout ce qui nous a été présenté. C'est déjà des idées qui sont nourries chez nous et je vois qu'on est en parfaite symbiose du point de vue réflexion, du point de vue vision dans le domaine artistique et culturel. Et comme l'a dit mon prédécesseur, c'est des idées qu'on va continuer à mûrir au plus haut niveau du point de vue politique pour qu'il y ait une vision parfaitement commune de nos trois États. La culture joue un rôle éminemment important donc, dans la vie de nos communautés, dans la vie de nos peuples. Elle en constitue à la fois le ferment et le ciment. Alors, donc c'est un socle sur lequel justement l'entité AES pourra se construire beaucoup plus solidement. Donc la culture a un rôle de premier plan à jouer justement dans la réalisation de cet idéal commun. Dans ce cadre, une caravane culturelle, artistique et touristique sera organisée et va sillonner les différentes villes des trois pays. Caravane au cours de laquelle les populations vont se mobiliser massivement pour célébrer l'unité du peuple de l'AES. Cette rencontre tripartite se tient dans le cadre de la 21e Semaine nationale de la culture qui se tient à Bobo-Dioulasso. Voilà, c'était là l'élément sur la rencontre des ministres de l'AES au Burkina Faso sur l'interview, ou plutôt l'intervention du ministre de la Culture du Mali dans cette édition. Je vous l'annonçais dans les titres, le Mali participe pour la première fois au Salon international de l'agriculture du Brésil qui se tient chaque année dans l'état de Sao Paulo. C'est le ministre de l'Élevage et de la Pêche qui conduit la délégation malienne composée d'une vingtaine d'acteurs évoluant dans l'agrobusiness et la technologie agricole. Il se tient du 29 avril au 3 mai. Nos envoyés spéciaux, Mohamed Kentao et Mbarakou Maïga à Sao Paulo, nous expliquent l'impact de ce grand rendez-vous sur le secteur de l'agriculture et de l'élevage au Mali.
Dans quelques heures, s'ouvre ici, à Sao Paulo, précisément dans la commune de Ribeirão Preto, au Brésil, l'Agrishow, le Salon international de l'agriculture. C'est un espace du donner et du recevoir en matière de technologie agricole. Une technologie agricole qui a d'ailleurs fait du Brésil le premier fournisseur mondial de produits alimentaires. Le Mali, qui compte s'inspirer de l'expérience brésilienne, participe pour la première fois à Agrishow. L'événement qui s'y tient dans la plus grande ville brésilienne, une semaine durant, offre l'opportunité à la délégation malienne de s'approprier les nouvelles technologies agricoles sur la canne à sucre, le soja, le riz et l'horticulture. Le Mali et le Brésil travaillent à la relance de la production sucrière dans notre pays. Des experts brésiliens ont déjà effectué 2 missions au Mali, cela pour analyser la qualité et la capacité des 2 unités sucrières, Soukala et Nsoukala, déterminer leurs performances industrielles, les superficies à aménager et les techniques culturelles à adopter. Les autorités de la transition ambitionnent d'augmenter la production de sucre afin de couvrir les besoins du pays, mais surtout maîtriser le prix de ce produit. Cette 29e édition permet également au département de l'agriculture et celui de l'élevage et de la pêche de s'enquérir des performances génétiques des races bovines brésiliennes et de découvrir la facilité d'alimentation du bétail et de la fabrique d'aliments bétail. Le ministre de l'élevage et de la pêche conduit l'équipe malienne composée d'une vingtaine d'acteurs évoluant dans l'élevage, l'agriculture, le commerce et les finances. À Sao Paulo, de concert avec l'ambassadeur du Mali, Ibrahim Diallo, ils auront l'occasion de rencontrer les spécialistes dans leurs domaines respectifs et de discuter des voies et moyens susceptibles de promouvoir la technologie agricole dans notre pays à hauteur de souhait. Le Mali est le premier pays d'élevage de la zone UEMOA et le deuxième dans l'espace CEDEAO. La coopération bilatérale et les partenariats gagnant-gagnant entre les 2 géants de l'agrobusiness ne font que renforcer le dynamisme et la créativité des producteurs et d'autres acteurs évoluant dans ce domaine. Je vous le disais il y a quelques instants, le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, à la tête d'une forte délégation, participe à la 21e édition de la Semaine nationale de la culture de Bobo Dioulasso. C'est dans ce cadre qu'il a été reçu par le président de la transition du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Pour plus de détails, écoutons-le à sa sortie d'audience. L'occasion a été pour nous de lui transmettre les salutations fraternelles de son frère du Mali, son Excellence le colonel Assimi Goïta, celle du gouvernement et du peuple du Mali. Nous sommes ici à Bobo dans le cadre de la 21e édition de la Semaine nationale de la culture. Semaine nationale de la culture qui est une grande fête de célébration de la mosaïque culturelle burkinabé, j'allais dire malienne et nigérienne, pourquoi pas africaine. Et nous sommes à une époque où les 3 pays, plus que jamais, sont en train d'unir leurs forces pour réaliser justement les idéaux des différents chefs d'État. La réalisation de leur vision, et nous pensons que l'AES est un ensemble qui sera constitué sur la culture. La culture étant un puissant facteur d'intégration, et nous pensons que l'AES est une organisation des peuples. Et c'est pourquoi le Mali participe à cette édition avec enthousiasme. Retour au Mali, les populations des régions du Mopti, Badiangara et d'Ouanzan s'engagent en faveur de la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble entre toutes les communautés. C'était à la faveur du dialogue intermalien initié par les autorités de la transition. On en sait plus avec Oumar Maïga, Suleiman Tepsugui.
Ensemble pour la paix, la réconciliation et le vivre ensemble entre toutes les communautés. Il fallait s'expliquer, voir pourquoi cette région si prospère se retrouve dans le creux de la vague. Est-ce que c'est interne? Est-ce qu'il y a l'apport extérieur pour s'aimer la discorde? Aujourd'hui, la forme violente qui fait qu'il y a une fracture sociale, qui fait qu'il y a un repli identitaire, qui fait que les communautés sont plus ou moins en état de guerre. Alors, il fallait mettre fin à ça, revenir à la situation d'antan pour que notre société retrouve son lustre d'antan. C'est ce que veut le Mali. Un dialogue inclusif et retour de la paix totale sur tout le territoire malien, que cela soit une réalité. La communication est facteur de tout, de cohésion, de réconciliation et de vivre ensemble. Tant qu'on ne se parle pas, on ne s'entend pas. On a beau discuter, on a beau faire vraiment des altercations, on a beau échanger, de disputer, on finira toujours vraiment soit à table, soit l'arbre à palabre, ou soit dans les vestibules pour terminer vraiment nos différends. Les gens sont fatigués depuis 2012. Nous, du centre, surtout précisément dans la région de Bandiagara, vraiment nous sommes fatigués. Depuis que les gens ont appris l'annonce de ce dialogue, ça commence à changer. Parce que le gouverneur l'a dit, venez tout le monde, même si tu es détenteur d'une arme, viens parler de tout ce que tu penses. Et je pense que le message a été passé. Le cadre a permis aux protagonistes de se retrouver et d'échanger sur les questions qui fâchent. Au regard des recommandations formulées, de l'initiative des plus hautes autorités de la transition à faire du dialogue intermalien le socle d'une paix durable sur toutes les années du territoire national, l'espoir est permis. Ça permettra de ramener la paix parce qu'il y avait une certaine divergence. Et les gens ne parlaient pas le même langage. Avec ce dialogue, ça a permis quand même de rassembler tout le monde autour de l'essentiel qui est vraiment la paix. Ce que j'ai remarqué au cours de ces dialogues-là, au fait, ça a permis aux communautés non seulement de se rencontrer et de comprendre la résilience au Mali, surtout, et surtout parler beaucoup de paix et que les gens aillent vers la paix. Les représentants des sectes de Mopti qui sont venus et ils ont été accompagnés par 2 ou 3 délégués. Mais j'ai échangé avec lui, il était très triste parce qu'il avait perdu 2 frères, même père et même mère. Et il a compris aussi ce que la transition veut mener au sein de la population, surtout les populations qui sont dans le désarroi. Il sait qu'il a mal, il a très mal. Mais à partir de ce dialogue-là, il va parler à sa communauté pour leur dire qu'il faut se résilier. Il faut qu'on aille vers la paix pour qu'il y ait un Mali courant. Toutes les communes ont mis en exergue la nécessité de cultiver cette paix, cette cohésion sociale qui est sous-tendue par des actions sécuritaires. Les gens, à la base, en ont parlé pour dire ça suffit. La vision de la transition, c'est qu'il n'y ait pas encore des intermédiaires pour arriver à des conclusions qui sont autres que la paix, la réconciliation nationale. Les représentants des régions de Bandiagara, Douanza et Mopti entendent porter haut le flambeau de la paix, la réconciliation et les vivre ensemble à la phase nationale du dialogue intermalien prévu à Bamako du 6 au 10 mai 2024. Démarrage des activités de la finale du concours national de jeunesse et citoyenneté, éducation à la paix, au civisme et au vivre ensemble. L'objectif de cette compétition est de construire des meilleurs citoyens au Mali, nous dit Soumaou Aïdara. Renforcer la conscience citoyenne, civique et patriotique des jeunes Maliens pour faire d'eux des citoyens responsables et acteurs de changement au Mali, c'est le principal objectif de l'édition 2023-2024 du concours Jeunesse et citoyenneté, éducation à la paix, au civisme et au vivre ensemble. Ils sont 300 élèves venant de 12 académies à y participer. Nous allons quand même procéder à une formation sur la citoyenneté sur 3 modules, dont le premier module c'est l'engagement civique et citoyen, le deuxième module c'est sur les symboles de l'État et le troisième module c'est la paix et la culture de paix. Et donc après cette formation, nous avons une activité d'assainissement et nous avons une activité de reboisement, notamment la plantation de 600 arbres à Kalabankoro. Donc du retour de Kalabankoro, nous avons aussi un concours de lecture entre 11h et midi. Et à partir de 15h, nous allons nous retrouver au Palais de la Culture et pour les concours proprement parlés sur les différentes thématiques que nous avons assignées et quand même aux différentes académies. Et notamment à travers les sketchs dont la thématique est la corruption et ses effets néfastes sur la société. Le ministre en charge de la jeunesse, par la voix de son représentant, se réjouit de cette initiative. Ce concours entre parfaitement en droite ligne avec les différentes
orientations menées par les plus hautes autorités du Mali à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports. Et quand on parle de jeunesse et citoyenneté, je pense que ça fait partie des 3 axes du département. L'ouverture de la finale nationale de ce concours a été couplée au lancement du livre intitulé « Je suis citoyen ». Ce livre de 37 pages est du groupe Citoyenneté et Droits Humains. Le livre quand même est composé de 4 parcours. Le premier parcours, c'est sur quand même la citoyenneté-journalité. Le deuxième parcours, c'est sur les symboles de l'État. Le troisième parcours, c'est sur les institutions de la République. Et le quatrième parcours, c'est la jeunesse et la cohésion sociale. Au terme de ce concours, les 3 premiers bénéficieront des prix en nature, notamment des fournitures scolaires, entre autres. Tenu dans la cité des Askia, des assises du comité régional d'orientation, de coordination et d'évaluation du programme de développement sanitaire et social 2024. La rencontre qui vise à faire le bilan des activités de l'année passée et l'élaboration des plans opérationnels de 2025 a mobilisé tous les acteurs socio-sanitaires de la 7e région. Des précisions avec Samaria Aïdara. Ces assises du comité régional d'orientation, de coordination et d'évaluation du programme de développement sanitaire et social CROSEP 2024 ont mobilisé tous les acteurs socio-sanitaires de la région de Gao. 2 jours durant, les participants ont passé au peigne fin les activités de l'année écoulée avant d'élaborer les plans opérationnels de 2025. Les assises du CROSEP nous permettront de faire des propositions d'amélioration de l'état de santé de nos communautés. Il est donc important de mettre un accent particulier sur la consolidation et le renforcement des acquis et le respect des engagements pris. Les partenaires techniques et financiers ont salué la cohérence des politiques publiques en matière de santé et de développement social. C'est aussi le lieu de reconnaître l'effort immense fourni par le gouvernement du Mali pour l'amélioration du bien-être social et économique des populations du Mali en général et celle de la région de Gao en particulier. Pour sa part, le chef de la mission d'appui national a indiqué que le bien-être des populations reste et demeure le baromètre de nos plus hautes autorités. La tenue de cette importante rencontre nous impose de penser en toute synergie et de façon objective aux différentes stratégies et actions à développer pour l'atteinte de notre idéal commun qui consiste le bien-être de nos populations. La mise en place d'un comité régional de lutte contre la vente illicite de médicaments, la construction d'un local pour la direction régionale de la santé, l'approvisionnement de la région en médicaments et produits de santé par voie aérienne sont entre autres recommandations formulées au cours de cette session. La lecture du rapport du CROSEP 2024 dont la mise en œuvre nécessitera la mobilisation de plus de 13 milliards 300 millions de francs CFA a mis fin aux travaux. En 3e région, inciter les producteurs de coton à une adhésion massive au RAMU, le régime d'assurance maladie universelle. C'est l'objectif d'un panel d'échange organisé par la CANAM en marge des activités de la 7e édition du Festival panafricain de la cotonnade. Une rencontre suivie par Yourou Bala Djabati. Cette rencontre d'échange des acteurs du monde rural avec les responsables de la CANAM, Caisse nationale d'assurance maladie, a pour objectif d'inciter les cotonculteurs à adhérer au RAMU, le régime d'assurance maladie universelle. Le panel s'inscrit en marge des activités du Festival panafricain de la cotonnade. L'AMO couvre déjà les secteurs informels, les fonctionnaires, les travailleurs salariés, les remèdes est là pour les indigents. Donc tout ceci ensemble ne couvre pas plus de 22% de la population malienne. La CANAM usera de tous les moyens pour toucher les professionnels du secteur informel à adhérer à l'initiative afin de bénéficier des soins de qualité et à moindre coût. Nous sommes en train, petit à petit, de tout mettre en œuvre pour pouvoir toucher tous ces mondes-là. Nous profitons de cela pour aller vers eux, les informer et les amener à adhérer au dispositif que l'État a mis en place. Le président de la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton, tout en saluant l'initiative, invite les producteurs à une adhésion massive. L'initiative est orientée vers le cotonculteur. L'amour par le passé concerne seulement les fonctionnaires. Aujourd'hui, le secteur occupe plus de 4 millions de personnes. Ce panel enregistre la participation des cadres de l'INPS, de la CANAM, de la coopérative des producteurs de coton,
et des femmes transformatrices des produits alimentaires locaux. Restons à Sikasso. Le rôle de la culture dans la consolidation de la paix, c'est l'un des thèmes du festival transfrontalier de l'espace Escabo, Sikasso, Korogo, Bobo Dioulasso. Un festival sous-régional de 3 jours qui a été lancé samedi à Zégoua dans le centre de Kadjolo. Il est organisé par la jeunesse de la commune de Zégoua et regroupe les participants des 3 communes frontalières du Mali, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Moustapha Doumbia, Suleiman Bamba. Le festival transfrontalier de l'espace Escabo, Sikasso, Korogo, Bobo Dioulasso est un cadre de brassage qui regroupe les participants des 3 communes frontalières qui sont Zégoua, Lumana et Niélé, respectivement au Mali, au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. C'est un festival tournant dont la première édition est organisée à Zégoua par le Conseil communal de la jeunesse. De nos vestibules jusqu'à la cour royale, nos mécanismes endogènes de dialogue éprouvés par le temps ont constamment contribué à l'apaisement et à la cohésion sociale. Aujourd'hui, il nous appelle à renouer avec cette tradition pour faire face ensemble aux défis actuels. L'heure a sonné pour prendre notre destin en commun, pour une intégration plus sociale et vertueuse, et votre implication personnelle est sollicité pour enrichir ces dialogues. La première édition du Festival de l'intégration sous-régionale est placée sous 2 thèmes. Le premier thème est intitulé Coopération transfrontalière et le second, le rôle de la culture dans la consolidation de la paix. C'est un rendez-vous de 3 jours consacré à des manifestations folkloriques des 3 pays et des conférences sur les thèmes. Malgré l'imposition des frontières héritées par la période coloniale, nos différents groupes n'ont jamais cessé de maintenir les liens de parenté, d'identité culturelle assez marqués. Ces 3 pays-là sont indivisibles, compte tenu de l'aspect culturel. C'est la culture là, c'est le soubassement de tout. Culturellement, nous sommes arrivés à la maison, on est obligé de faire la part des choses. Donc j'apprécie, je félicite et remercie les festivaliers, les organisateurs, les initiateurs. La première édition du festival transfrontalier de l'espace Escabo est parrainée par un Burkinabé et un Ivoirien. À 100, la 8e édition des journées interparoissiales des Amis de Kizito a regroupé cette année plus de 400 enfants et accompagnateurs. Durant 3 jours, les enfants ont participé à plusieurs activités de renforcement de la pastorale et du vivre ensemble. L'événement entre dans le cadre du programme Initiative Paix au Sahel des évêques du Sahel, sans le compte-rendu d'Idrissa Koné. Durant 3 jours, plus de 400 participants, enfants et accompagnateurs venus des paroisses de Sokoura, San et Timissa ont communié autour de plusieurs activités relatives au thème « Toi, ami de Kizito, jette tes béquilles et marche ». Depuis le vendredi soir, on est là. Il y a eu d'abord des soirées artistiques qui se sont déroulées. Il y a eu également la conférence sur les thèmes. Ce matin, il y avait la messe. C'est pour bénir les enfants, tous les amis de Kizito au retour. Donc, et pendant la messe, il y a eu également une prise de foulard. Cette prise de foulard montre que tu es membre du mouvement Amis de Kizito. Kizito, c'est un jeune qui a été martyr en Ouganda et qui n'a pas renié sa foi, et ils ont été brûlés vifs par le roi en Ouganda. Et donc c'est cet exemple que l'Église du Mali a souhaité donner aux enfants pour qu'ils sachent que malgré leur âge, ils peuvent s'engager dans la société. L'événement entre dans le cadre du programme Initiative Paix au Sahel des évêques du Sahel. Le projet cette année est intitulé Ambeye Balemaouye, nous sommes tous frères et sœurs. Il a été possible grâce à l'accompagnement de la conférence épiscopale du Mali. Pendant 3 jours, on est ici, on s'amuse ensemble, on mange ensemble, on joue ensemble, on fait tout. Ça nous permet de se connaître et ça nous permet aussi d'avoir de nouveaux amis. Depuis 2019, les évêques de tous les pays du Sahel, Mali, Burkina, Niger, ont commencé à réfléchir pour voir qu'est-ce que l'Église peut faire pour contribuer à la paix au Sahel. Et c'est pour cette raison que depuis 2 ans, nous avons décidé de soutenir les initiatives qui regroupent des enfants, des jeunes et des moins jeunes et qui promeuvent la paix. Les enfants durant tout le camp sont restés habillés en couleur nationale, histoire de leur inculquer des valeurs patriotiques.
Place maintenant au grand format de la rédaction. Ils s'intéressent aux démarcheurs de mariage. Ce sont eux qui s'occupent de tous les processus avant le mariage. Ils sont le principal intermédiaire, mais peut-être également le médiateur en cas de problème entre les deux conjoints. Aujourd'hui, avec les mutations sociales, avec l'avènement du numérique et l'individualisme, le rôle des démarcheurs du mariage est mis au second plan. Bema Sibi nous explique le pourquoi. Le démarcheur de mariage est chargé de mener tout le processus de mariage entre les familles des futurs mariés afin qu'elles s'accordent sur l'union de leurs enfants. Mais le rôle du démarcheur ne se limite pas aux procédures avant et pendant la cérémonie de mariage. En témoigne Salif Diabaté, griot et démarcheur depuis quelques décennies qui a à son actif plus de 150 couples unis par le lien sacré du mariage avec seulement 4 cas de divorce. C'est le démarcheur qu'on envoie en première position. Et c'est lui qui fait la navette entre la dame à chercher et la famille. Et ensuite, même après le mariage, il a son rôle à jouer. En cas de conflit, le démarcheur est appelé à intervenir. On est censé aller voir quelqu'un qui peut le faire, mais il faut toujours saisir la bonne personne. Il y a tout un tas de caractères qui sont là, comme par exemple être ouvert, attentif, écouter et en même temps être jovial, parce qu'il y a tout ça. Et même savoir garder les secrets. Des critères qui font que la fonction de démarcheur n'est pas réservée aux hommes de caste uniquement. C'est le cas de Mamadou Koulibaly, menuisier de profession, démarcheur par ascendance. Il scelle en moyenne 20 mariages par an et n'a connu que 3 cas de divorce, cela en 30 ans de pratique. Il nous explique ici le processus. Le démarchage commence quand 2 personnes décident de se marier. Dans certains cas, ce sont les familles qui décident de s'unir à travers le mariage de leurs enfants. C'est en ce moment que notre travail commence. Je pense que l'idéal dans ces 2 cas, c'est quand la décision vient des futurs mariés. Le constat que j'ai fait en 30 ans, c'est que les situations conflictuelles sont moins fréquentes dans ces couples. En général, ces démarcheurs, y compris dans les centres urbains, sont censés détenir ce qu'on pourrait qualifier de savoirs endogènes ou de savoirs locaux en termes de vivre ensemble, en termes de cohabitation. D'ailleurs, ils ont un rôle extrêmement important lorsqu'il s'agit de prodiguer des conseils auprès des jeunes couples. Le fait d'envoyer un démarcheur est un témoignage éloquent que le mariage n'a rien d'individualité, que le mariage voit au-delà de l'individu humain, que le mariage interroge à la fois la conscience collective, mais dans le même temps fait de l'individu un être socialisable et socialisé. D'où l'envoi de ces démarcheurs afin de faciliter l'union entre l'homme et la femme. Cette union est aussi celle de 2 familles ou 2 communautés et le lien de ce contrat social est le démarcheur. Il a donc un rôle d'intermédiaire et de médiation. Intermédiaire car c'est lui qui a la bouche et les oreilles des 2 familles avant le mariage. Il devient médiateur en cas de conflit entre les mariés. Des faits connus par les citoyens qu'on a rencontrés à l'instar de Kamara Fanta Traoré, commerçante. Le démarcheur intervient dans tout le processus de mariage. Même en cas de conflit entre les mariés, c'est à lui d'abord d'intervenir pour trouver un terrain d'entente. Le démarcheur, au-delà des procédures de mariage, est un conseiller conjugal et un médiateur en cas de mésentente. On explique les problèmes au démarcheur qui va trouver les mots justes pour parler à l'époux ou l'épouse ou la belle famille. Si les démarcheurs sont consultés par les couples, je pense que cela va contribuer à baisser le nombre de cas de divorce. Pourtant, dans les faits, on a l'impression que ce rôle des démarcheurs n'est pas connu au vu du nombre de divorces.
Nos deux démarcheurs, tout comme les sociologues, ont différentes appréciations de cet état de fait. Aujourd'hui, les djili ne sont pas vraiment djili comme dans le passé. On n'apprend rien, on rentre là-dedans parce qu'on trouve de l'argent. Ils ne savent pas quel rôle exactement ils doivent jouer dans la société. Donc, ils ne sont pas tout le temps saisis et ils ne sont pas tellement à leur place. Et souvent, on les ignore. Et c'est dû à eux-mêmes, c'est dû à nous-mêmes. Je pense que le problème est dû à l'ignorance du rôle des démarcheurs pendant le mariage. Certains ne nous considèrent même pas. Pourtant, quand on garde les liens avec son démarcheur, cela peut contribuer à préserver ton couple en cas de problème. Le premier événement, c'est cet usage du numérique. Quand on se rend compte qu'aujourd'hui, dans les centres urbains de plus en plus, des mariages sont consommés sans que ceci ne nécessite l'envoi des démarcheurs. Donc nous assistons à une sorte de changement de centre de gravité en termes d'attachement aux valeurs des terroirs, en termes d'attachement aux fondamentaux du vivre ensemble. Le deuxième élément important, de plus en plus, l'individu humain malien, il n'est plus soumis au dictat collectif. Les gens s'identifient en tant qu'individu. Or, auparavant, l'être humain malien s'identifiait à travers son nom de famille. L'évolution sociale a poussé de nombreuses personnes à se détourner de certains supports sociaux qui pourtant contribuent à renforcer les liens du mariage. Dans tous les cas, cela n'enlève en rien le rôle crucial des démarcheurs dans les différentes communautés. C'est au couple de revenir à ce fondement de la vie socio-culturelle du Mali. Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM 1.